Bonjour à tous, on est en direct à Sainte-Mère-Église, je vous présente pas la place, vous la connaissez tous. Ici, l'ambiance elle est un petit peu particulière puisque on est tout seul sur la place. Aujourd'hui, pour ce live, la place est totalement vide de ses habitants, des collectionneurs, des reconstitueurs, des soldats américains qui ne sont pas là. On a vadrouillé cet après-midi, on a travaillé un petit peu et c'est également vide dans les musées. Il y a légèrement de monde, mais ça reste compliqué. L'ambiance est très particulière cette année en Normandie. On va rejoindre tout de suite Till Victory pour un live. On va présenter son deuxième tome ce soir, qui est sorti juste un petit peu avant le confinement. Et il va nous parler de ça, un Till Victory qui est sorti aux éditions Ouest France. Ça souffle en Normandie, ouais, il y a un petit peu de vent effectivement, j'espère que vous m'entendez bien. Il fait bon, hein, la météo est bonne. Salut Clément, Salut! tu vas bien? Ouais, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très très bien, ouais. Ok, c'est marrant. Tu sais, c'est mon premier live Instagram, hein. Donc, je suis pas un pro d'Instagram, j'espère que ça va le faire. On aurait dû faire Ouais, ça sur MSN Messenger ou Caramel ou Yahoo, un truc, ouais, mais je suis pas un pro de notre temps. des lives non plus, hein. Je fais ça depuis très très peu de temps. Non, mais déjà, en tout cas, c'est une bonne initiative. C'est gentil, merci. On se retrouve ce soir pour parler de Till Victory, le tome 2. Ouais. Un petit mot sur toi, avant Clément? Ouais, donc je suis un passionné d'histoire et de Seconde Guerre mondiale en particulier. J'ai commencé très jeune ado. Et puis j'ai collectionné voilà pendant une quinzaine d'années, en particulier des lettres de soldats alliés. Et j'en ai fait un premier bouquin, donc Till Victory, lettres de soldats alliés, qui est sorti chez Ouest France en 2018, qui s'est très bien vendu, qui a eu un prix sympa. J'ai eu le prix Histoire de la Fondation Stéphane Bern, qui a été remis par Caroline de Monaco et Brigitte Macron en janvier dernier là. Et puis j'ai fait un tome 2 qui est sorti en mars. Alors bon, malheureusement là c'est un peu moins bien passé, hein, parce qu'il est sorti la veille de la fermeture des librairies, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Personne n'a pu prévoir ce qui s'est passé. Et voilà. Tout, J'ai pas mal de projets à venir là maintenant, donc t'as pas mal de on peut en projets, on en parler. parlait tout à l'heure. À quel moment dans sa vie on se dit je vais écrire un livre comme ça, un livre de recueil de lettres de vétérans? Ben, en fait, moi j'ai toujours été passionné par. En fait, tout a commencé avec un bouquin que je pense que beaucoup de personnes qui regardent connaissent, qui s'appelle euh, Mémoire d'objets, histoire d'homme, qui est paru aussi chez Ouest France, et que mon père m'a acheté quand il m'a emmené pour une des premières fois en Normandie. Et j'étais passionné par toutes les histoires humaines qu'il y avait derrière un casque percé d'une balle ou des choses comme ça. Et j'ai toujours recherché derrière chacun des objets que je collectionnais l'histoire des hommes qui les avaient portés ou qui les avaient utilisés. Et je notais ces recherches, hein. Je remplissais des pages et des pages de documents Word, voilà. Et puis un jour, j'avais énormément de lettres passionnantes. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça m'est venu d'un coup comme ça. Je savais pas si ça allait être un musée, un site, un film. Mais en fait, voilà, pour moi, le papier, c'était évident par rapport aux lettres, ça faisait sens. C'est quelque chose aussi de durable, d'intemporel. Donc, comme ces lettres, en fait. Donc, je m'étais dit, ouais, voilà, ça va être ce support-là, ça va être un bouquin. Alors après, je suis conscient que je suis pas historien. Je suis pas écrivain non plus, donc c'est un sacré challenge d'écrire un bouquin d'histoire. Mais je m'étais dit, bon, bah voilà, ça va juste me faire plus de travail qu'un écrivain en histoire, mais c'est pas impossible. Donc voilà, des années de boulot qui ont finalement donné naissance à ce livre. Tu as mis combien de temps à faire le premier tome? En fait, au final, c'est 15 ans de recherche. Sur le livre en tant que tel, moi je suis designer de métier, hein, je travaille dans la communication, voilà. Ça a été bon, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais comme je suis un maniaque du détail, etc. J'ai passé quand même 4 ans pour tout ce qui est mise en page, écriture, rassembler tout ce contenu parce qu'il y a quand même les parcours
de 50 soldats différents dans le premier tome et 40 dans le deuxième. Et puis bah, c'est des courriers qu'il a fallu trier, traduire, retranscrire, et puis faire quelque chose de cohérent qui allait se lire bah, du début. Hein, ça démarre en 39, et ça se termine à l'été 45. Donc voilà, c'était surtout ça, c'était savoir dans quel ordre mettre toutes ces pièces de puzzle en fait pour arriver à quelque chose qui se lit d'une traite. C'était passionnant. En fait. C'était passionnant, c'était épuisant mais passionnant. Comment tu composes ton livre? Comment tu choisis les lettres? Il y a un ordre chronologique, mais des lettres, tu dois en avoir un sacré paquet. Comment tu te dis celle-ci plutôt qu'une autre? Enfin, le choix ne doit pas forcément être évident. Alors le choix il est simple dans le sens où à l'époque il y avait la censure. Les soldats n'avaient pas le droit de parler en détail de ce qu'ils étaient en train de faire, de où ils étaient, voilà. Ce qui fait que 99% des courriers qu'on peut trouver sur eBay sont sans aucun intérêt historique. C'est du contenu purement personnel, voilà, familial, qui n'a pas sa place dans un bouquin d'histoire, sauf si derrière il y a une histoire qui est liée à ça. Bon. Donc en fait, le choix il a été vite fait. Il a fallu que je trouve des perles, des lettres qui ont pu passer à travers les filets de la censure, parce qu'évidemment, soit des officiers qui censuraient eux-mêmes leur courrier, et qui avaient envie de raconter ce qui se passait à leurs proches, quitte à les inquiéter. Hein. Ou alors des soldats qui tentaient leur chance, qui avaient envie de raconter leurs exploits ou l'horreur des combats, etc. Et ils avaient la chance d'avoir des officiers qui censuraient leur courrier un petit peu en diagonale parce que c'était souvent leurs officiers de compagnie qui avaient leur journée de combat derrière eux et qui le soir dans la tente devaient se taper des piles de courriers à censurer. Donc ils faisaient ça un petit peu vite fait. Il y en a qui le racontent d'ailleurs dans le bouquin qu'il est mis avec le censeur et que le gars signe les enveloppes avant même de lire les lettres. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a quelques lettres vraiment passionnantes qui ont pu arriver à nous. Mais c'était voilà de très longues années de recherche pour trouver des courriers vraiment passionnants et écrits sur le terrain quoi à l'époque. Des courriers, tu dois en avoir en réserve puisque tu as fait un tome 2. Le tome 2 traite. Il est constitué comme le tome 1 ou il est un petit peu différent? Alors, il est différent dans sa construction parce que dans le tome 1, on suit les soldats. En fait, j'ai créé ce que j'appelle des portraits en fait. Donc, ils sont, voilà, on suit des soldats américains, canadiens, britanniques, français, néo-zélandais. Il y a un Australien dans le tome 2. Enfin voilà. Et en fait, on suit tout leur parcours avec un gros focus sur une bataille en particulier pour respecter la chronologie du livre et le déroulement de la guerre. Maintenant, dans le tome, en fait, ça pose des problèmes de chronologie, évidemment, parce que si on veut faire référence à un événement important qui s'est passé tôt dans la guerre ou quelque chose qui va se passer plus tard et que on n'est pas dans le bon chapitre, ça posait pas mal de soucis. Donc, le tome 2, je l'ai construit complètement différemment et j'ai mélangé tous les parcours pour que ça se lise vraiment comme un roman et qu'on passe d'un soldat à un autre, comme ça, un petit peu, je compare ça souvent à un épisode de Game of Thrones en fait où on est vraiment sur la chronologie et on passe d'un homme ou une femme, hein, il y a quelques femmes, à un autre. Et ça permet de pas perdre le fil de l'histoire. Mais sinon non, c'est le même style, c'est écrit au présent pour être vraiment dans l'action. L'idée c'est de voyager un petit peu dans le temps parce que c'est l'avantage de ces témoignages, c'est qu'ils ont été écrits il y a plus de 75 ans ils ont été écrits dans le fond de l'action. Donc ça, c'est des témoignages qui sont extraordinaires parce que même si c'est extraordinaire d'écouter des vétérans parler aujourd'hui, la mémoire, malheureusement, elle a tendance à s'effacer, à se modifier. Et là, on a des témoignages inédits et en même temps tout frais. Donc, on vit vraiment les choses avec eux. C'est une nouvelle manière, je trouve, de voir l'histoire et ça a été peu exploité, je trouve. En tout cas, voilà, moi j'ai écrit vraiment le bouquin que je cherchais à lire depuis longtemps, parce que les lettres n'intéressaient pas beaucoup les gens, j'ai l'impression. Voilà. Pourtant, à la première lecture, ou même plusieurs lectures, hein, à ces lettres, tu dois ressentir l'émotion de la personne ou du moins le sentiment. Comment tu arrives dans le livre à retranscrire ça?
En fait, c'est des lettres qui parlent d'elles-mêmes, hein, souvent. En fait, ce qui est important surtout, c'est de leur donner un contexte. C'est-à-dire que, par exemple, dans le tome 1, moi, une des histoires qui m'a le plus ému, c'est la lettre de Leonard Wood, qui est un soldat britannique de la 7e division blindée. Et c'est une lettre vraiment banale, une lettre d'amour, en fait, où il raconte pas grand-chose, à part qu'il est pas très heureux hein, d'être ici. Euh, Ça se passe juste avant la bataille de Villers-Bocage. Et il se trouve que il va être tué quelques heures après avoir écrit cette lettre et qu'elle va même être envoyée en fait avec ses affaires personnelles. Donc elle n'est pas cachetée, censurée, elle a été envoyée avec ses affaires, elle était dans son sac au moment de sa mort. Et ça donne une toute autre perspective en fait à ses écrits. On a vraiment ça devient une pièce vraiment émouvante pour le coup et plus qu'un écrit, c'est un objet d'histoire, comme peut l'être un casque ou, voilà, qui a été au plein milieu du combat. Euh, voilà, et puis évidemment, en cherchant l'histoire de ces hommes, on s'attache à eux, surtout ils se livrent dans leurs lettres. C'est-à-dire que il y a un côté personnel, très humain, et on rentre vraiment dans leur intimité. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, parce que ces hommes-là, je les ai jamais connus, évidemment. Hein. Il y en a quelques-uns que j'ai eu la chance de connaître après, voilà, c'est des témoignages qui maintenant sont intemporels, mais ça permet de connaître un petit peu l'état d'esprit d'un jeune gars qui a été balancé là-dedans et qui ne l'avait pas demandé hein, pour beaucoup. Voilà, et c'est plus intéressant à mon sens que des chiffres, des statistiques, tout ce qu'on peut lire dans un bouquin d'histoire. Là, ça parle en fait. On comprend vraiment ce qu'ils ont traversé. Il y en a qui se livrent vraiment sur l'enfer du combat, la perte des copains, l'envie d'être à la maison, leurs conditions de vie sur le front. Et ça permet vraiment de beaucoup mieux comprendre ce que ça a coûté en fait notre liberté. C'est bien plus que des chiffres, peu importe le nombre de zéros derrière, sur un nombre de tués dans une bataille. Enfin, là, on a l'histoire d'un homme qui a souvent tout perdu et c'est très particulier comme expérience de lire leur courrier pour la première fois. Et ce genre de courrier t'amène forcément à faire des recherches sur ce personnage ou enfin, sur les personnes qu'elle a écrites. Et du coup, tu dois en apprendre. Enfin, ce sont des grosses recherches que tu fais ou tu fais vraiment des recherches assez. Parce qu'il y a énormément de lettres, donc tu peux pas non plus tout en creuser. Mais ça t'amène forcément à faire plus ou moins de recherches. Ben, bien sûr, qui sont plus ou moins faciles. Alors, il y a deux recherches que je fais pour une lettre. Pour revenir à ta question de tout à l'heure où tu me demandais comment je les sélectionnais, ces lettres. Déjà, il faut qu'elles soient intéressantes. Mais après, il y a aussi l'histoire du soldat. Il faut qu'il ait une histoire intéressante. Donc, c'est beaucoup de temps passé dans les archives. Des fois, je commande les dossiers militaires. Il m'arrive de commander des rapports d'unité. Enfin voilà, ce que font tous les collectionneurs, les reconstitueurs, etc. Hein. C'est le même travail. Sauf que pour les lettres, il y a une autre étape qui est extrêmement importante et qui m'apporte énormément d'informations, c'est rechercher la famille directement. Euh, Parce que voilà, le principal souci avec des écrits personnels qui n'ont pas vocation à être publiés à la base, c'est d'obtenir l'autorisation des ayants droit. Hein. Donc, je me suis mis en quête quand il y avait des descendants, parce que certains n'ont pas eu de descendants, ou, hein, de retrouver les petits enfants ou les enfants de ces soldats, déjà pour leur faire savoir que j'avais ce travail de mémoire et que je voulais honorer leur père ou leur grand-père, mais aussi pour en apprendre plus sur leur histoire. Et donc, ils m'ont envoyé des photos supplémentaires, des fois des lettres supplémentaires, et ça, la plupart du temps, conduit à des relations fantastiques. Hein. Je suis en contact très fréquemment avec beaucoup d'entre eux, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Il y en a même qui ont fait des déplacements. Il y a une Néo-Zélandaise qui est venue manger à la maison, qui a fait tout le trajet depuis l'autre bout du monde. Il y a des Américains, des Canadiens qui sont venus me rencontrer en Normandie ou chez moi. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une très très belle aventure et ça permet vraiment pour le coup d'avoir des anecdotes qu'on n'aurait jamais eues autrement. Et rien que le titre de Till Victory, en fait, vient de la famille de Realm, qui est un des soldats honorés dans le livre. Tu m'entends peut-être pas?
Ça va pas être très long. Voilà, c'est déjà, c'est bon. Très bien. Mais du coup, oui, c'est la famille de Realm, donc un ranger du second bataillon qui a débarqué sur Omaha Beach et qui a été la première famille que j'ai retrouvée en fait pour le projet en 2014 quand j'ai vraiment décidé d'en faire un livre. Et son fils m'a raconté cette anecdote qu'il signait ses lettres en fait avec une tournure de phrases différente en fonction de l'endroit où il se trouvait pour indiquer qu'il est en Angleterre ou qu'il allait se diriger vers l'Allemagne, etc. Et donc Till Victory, en fait, il signait ses lettres Till Victory pour indiquer à sa femme que là, il allait se diriger vers l'Allemagne. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière lettre qu'il écrit avant le débarquement de Normandie est signée Till Victory. Et donc voilà, donc déjà ces lettres sont passionnantes parce que la lettre que j'avais trouvée pour répondre à une question que j'ai vue passer, c'est des lettres que je trouve sur eBay principalement, enfin, voilà, et auprès d'autres collectionneurs. Euh, et, euh, et cette lettre que j'avais trouvée, en fait, il écrivait à la mère d'un copain à lui qui a été tué sur Omaha Beach. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Heureusement, le second bataillon de Rangers, c'est une unité très connue, donc il existe énormément de documentation dessus. Voilà, je me suis aperçu que ce Ray Alm, en fait, avait une histoire complètement dingue parce que déjà, rien que le 6 juin au soir, il faisait partie des huit hommes encore en état de se battre de sa compagnie de 68. Donc, et il a réussi à traverser toute la guerre sans être blessé. En fait, il s'est juste blessé en jouant au baseball en attendant le bateau qui allait le ramener aux États-Unis. Mais voilà. Et donc, c'est le fils de Réal qui m'a raconté cette anecdote sur Till Victory. Donc, si j'avais pas cherché à joindre leur famille, j'aurais jamais connu toutes ces histoires supplémentaires qu'il a pu me raconter, notamment l'histoire du baseball. Oui, effectivement. Ouais. Et les éditions Ouest France nous remercient pour le live et comprendre cet incroyable travail. Je pense que oui, c'est un travail de fourmi. Mais dans ta position à toi en tant qu'écrivain, parce que tu es écrivain maintenant, quel sentiment tu as de faire ce travail et de le voir accompli? J'ai pas entendu avec le vent. Et quel sentiment? Quel sentiment tu peux avoir quand ce livre est imprimé et qu'il est dans les étals, quoi, que le travail est fini, il est jamais fini puisque tu as sorti un tome 2, mais de voir ne serait-ce que le premier ouvrage, qu'est-ce que toi tu ressens? Le sentiment du devoir accompli. Après, c'est toujours quand on ouvre le bouquin et on tombe sur une coquille qui est passée à travers les corrections. C'est toujours comme ça. Donc il y a mon côté éternel insatisfait qui joue aussi, hein, parce que je voulais vraiment faire le livre parfait et à chaque édition il s'en rapproche un petit peu. Mais du coup ouais c'est beaucoup d'émotions, ouais, c'est beaucoup d'émotions puis surtout c'est surtout de me dire que, en fait, oui, c'est vraiment arrivé parce que c'est vrai qu'au fil des années, je racontais à mes parents, etc., que oui, j'ai écrit un bouquin, mais bon, tout le monde écrit un bouquin. Et il a fallu qu'il l'ait dans les mains pour comprendre que, ah oui, mais t'as écrit un bouquin? Oui, maman. Dans ton livre, il n'y a pas qu'un travail de recherche, il y a aussi un travail de mise en page. Mhm. Moi, j'ai vu sur certaines stories, je pense notamment à la story de Maxime, de la 8e d'infanterie, où il illustre une lettre de quelqu'un de la 8. C'est un travail que tu as fait également. Oui, parce que bon, moi je voulais faire un livre qui était vivant. Hein. Vraiment, c'était pas avoir que des lettres, que du contenu écrit. Je voulais illustrer de matériel d'époque, de tirer de ma collection uniquement pour présenter du matériel inédit, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de livres, mais c'est très bien, hein, mais présentent des pièces qu'on peut déjà voir dans des musées ou voilà. Là, l'idée c'était de présenter des pièces nouvelles et aussi des uniformes complets portés pas par des mannequins en plastique, parce que ça, en fait, bon voilà, moi j'ai ma fiancée qui est pas du tout intéressée par l'histoire, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale, et qui du coup a été une critique très dure sur le premier manuscrit et qui m'a donné pas mal de tuyaux comme ça parce que je voulais vraiment que ce soit un livre qui déjà plaise aux collectionneurs et aux passionnés d'histoire en leur présentant des choses qu'ils n'avaient jamais lues avant. Mais je voulais aussi parler au grand public qui peut-être ne connaît rien à la Seconde Guerre mondiale
et va tout découvrir à travers un seul ouvrage qui traite tout de 39 à 45 et et de façon voilà, je voulais que ce soit vivant et que ça touche surtout les jeunes générations en fait. Donc pour ça, bah, au lieu de présenter des mannequins en plastique, voilà, avec un uniforme, quelque chose de très figé, je voulais que ce soit porté par de vrais gens. Euh, donc des amis ou des gens que j'ai castés pour leur ressemblance physique avec le soldat qu'ils étaient censés interpréter et qui portent des uniformes 100% originaux. Hein. Il n'y a pas un seul bout de copie dessus, comme on peut le voir dans des musées, hein, mais voilà, de façon beaucoup plus vivante, qu'on puisse encore une fois s'identifier à eux et voilà, ça joue beaucoup sur le côté émotion et voilà, je pense que c'est important aussi de les humaniser, en quelque sorte. Il y avait une question, est-ce qu'il y aura un tome 3? Oui. Alors, bah non, 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 non. Là, il y a pas de tome 3. J'ai épuisé là maintenant toute la partie intéressante de ma collection. Maintenant, bon, j'ai d'autres projets. Euh, j'ai d'autres projets qui me prennent déjà pas mal de temps maintenant. L'idée, c'est pas de faire. En fait, Style Victory, il y avait dès le début un début, une fin. J'avais une idée très précise en démarrant ce projet de ce que je voulais en fait. Même le bouquin, la mise en page, j'avais déjà tout dans ma tête. Et pour moi, le tome 2 était déjà prévu depuis le début parce que il y avait déjà des courriers qui traitaient de sujets un peu tabous, notamment bah, le viol, comment les soldats noirs étaient traités, des choses comme ça. Et je me sentais pas les épaules d'en parler directement, de façon voilà, directe dans le tome 1. Donc déjà j'avais ça, je me disais bon, ça je vais peut-être attendre un petit peu avant d'en parler. Il y a peut-être aussi bah, des familles que j'aurais pas retrouvées à temps, et ça a été le cas. Il y a pas mal de familles que j'ai pas pu retrouver à temps pour le tome 1. Donc, et puis il y avait du matériel que je m'étais gardé en réserve pour plus tard, peut-être pour la promotion du bouquin ou pour plus tard faire une expo. Voilà. Et en fait, j'en avais tellement que bon, je m'étais dit voilà, je vais tout mettre dans le tome 2 et ça a dépassé mes attentes en fait, parce que je suis même encore plus fier du tome 2 que du tome 1. Mais par contre, non, il n'est pas prévu de tome 3. En revanche, bah, le bouquin maintenant, là, je viens de terminer grâce, on va dire, à cette période de quarantaine, la version anglaise du tome 1 qui sort en octobre dans le monde entier. Et j'ai enregistré toute une série de podcasts en fait, donc des interviews de vétérans qui sont tous dans le tome 2. Donc il y a Tom Rice de la 101e, il y a Cecil Newton, un tankiste britannique, il y a pas mal de monde, vous verrez, et voilà, et les podcasts vont sortir tous les mois. Ils sont la plupart terminés. J'en ai d'autres idées encore, et les premiers sortent le 6 juin à l'heure H, donc 6h30, sur toutes les plateformes, donc iTunes, Deezer, Spotify, etc. Alors ils sont entièrement en anglais, hein, malheureusement. J'espère qu'il y a des anglophones parmi vous, mais voilà, c'est beaucoup de vétérans américains, britanniques. Donc il y a un français, hein, mais oui, c'est un podcast en anglais. Donc voilà, j'ai pas mal de projets comme ça, et puis j'ai même encore d'autres idées, mais là je veux pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, pour moi la boucle est bouclée. Et faire un tome 3, je vais trop faire un tome 3 parce que les deux premières sont bien vendues. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pas dans ma façon de fonctionner, de penser. Donc voilà, j'ai le sentiment d'avoir tout dit, et je suis fier de ces deux tomes. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas question d'un tome 3. Il y avait une autre question, y aura-t-il un Team Victory Pacifique? Alors, bah non, parce que du coup, il n'y aura pas de tome 3, mais par contre, je traite du Pacifique dans le tome 1. Il y a, dans le dernier chapitre, il y a une partie sur le Pacifique avec quelques lettres de Marines, voilà, parce que ça a un sens, hein, pour parler après, pour amorcer en fait la conclusion de la guerre, hein, avec Hiroshima et Nagasaki et, euh, et puis voilà, expliquer en quoi aussi, parce que ça parle un tout petit peu de l'après-guerre à la fin, en quoi ça a eu un lien avec bah, l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, comment ça a modifié les relations avec l'Union soviétique par exemple. Voilà, donc j'en parle un petit peu, bon c'est quelques pages, hein, c'est peut-être 10 pages à la fin du tome 1, mais ce serait intéressant. Ouais. Alors jouer avec des civils, oui, il y a des lettres de civils également. Hein,
il y en a dans les deux tomes, hein. Les civils sont également ont payé un très lourd tribut, hein, évidemment, dans les combats. Et il y a pas mal de lettres de civils, surtout dans le tome 1, qui racontent les destructions, les bombardements, le rationnement, comment vivre avec rien. Et c'est particulièrement intéressant de lire ces témoignages aujourd'hui, en fait, hein, où on a la sensation de vivre quelque chose. Je sais pas pour dénigrer non plus ce qu'on est en train de vivre, hein, j'en ai pas mal souffert moi aussi, mais après, voilà, ça permet de relativiser et de réaliser quand même la chance que notre génération a de vivre dans une Europe en paix. Et voilà, et c'est important de le préserver, ça permet vraiment de s'en rendre compte. Ouais. Il y avait une autre question qui vient apparaître. Où peut-on trouver ce livre? La réponse, je l'ai vue donc sur Amazon, sur la Fnac. Je vais passer juste un petit message. Aujourd'hui, on a des propriétaires de musées qui ont des employés qui vivent une situation très très difficile. On en parlera bientôt sur JT Live. Alors, si vous avez la possibilité d'acheter vos bouquins en ligne dans ces boutiques ou dans ces musées, s'il vous plaît, faites-le. Ou même les libraires, hein, les libraires indépendants, etc. Bien sûr, c'est important de les soutenir, oui. Absolument. Mais il est trouvable partout. Et si votre libraire l'a pas, eh ben, il peut le commander à Ouest France et il n'y a pas de souci. Voilà, parfait. Il me semble qu'il y avait une petite surprise. J'ai cru comprendre ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors les choses évoluent un petit peu, hein, avec la situation sanitaire. Alors maintenant, on s'engage, voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Mais en fait, il y avait une expo qui était prévue le 8 mai dernier pour les 75 ans de la victoire. Avec tout ce bazar, hein, du coup, ça a été à peine mentionné aux 20h. Hein. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Mais on a fêté les 75 ans de la victoire en Europe le 8 mai. Il était prévu que je fasse une exposition avec quelques pièces emblématiques du bouquin et dédicaces, etc. À la petite Musette, à 40 ans, qui est mon partenaire depuis toujours. Hein. On se file pas mal de coups de main, on s'entraide beaucoup, et puis voilà, c'est un très bon ami à moi, Bertrand, qui tient la boutique. On a fait la release du premier tome là-bas, donc il était naturel qu'on fasse la release du deuxième. Et on a donc calé une nouvelle date qui est le 14 juillet. Voilà, à 40 ans, à la petite Musette. Voilà. Où on pourra discuter, poser toutes vos questions. Je vais y présenter plusieurs pièces du livre. Vous pouvez voir en vrai, des lettres, des objets. Voilà, ça va être sympa. Et puis du coup, on va s'adapter aussi aux conditions sanitaires. À la base, on devait faire 14h, 18h. On l'a étendu à 10h, 18h pour éviter l'effet de foule, et puis pouvoir filtrer un peu plus, et puis évidemment mettre en place les gestes barrières, etc. On va essayer de faire ça de façon la plus on va faire ça de la façon la plus sécuritaire possible. Voilà, donc là, je vais en Normandie ce week-end pour discuter des détails justement avec Bertrand, mais on va faire quelque chose de très chouette. C'est une expo que voilà, j'étais très déçu qu'elle soit reportée, possiblement annulée, donc c'est chouette. On va pouvoir refaire ça, on va pouvoir le faire là très bientôt, le 14 juillet. Tu peux nous en dire enfin, il y a une question qui se fait sur le 14 juillet, là, il y aura une séance dédicace. Je pense, oui, tu es présent sur place, donc la séance. Oui, bien sûr, bien sûr. Absolument, oui, je serai là. L'idée, c'est qu'on se rencontre, justement. Voilà, je pourrais signer vos livres, on pourra discuter, je pourrais vous montrer des lettres si vous voulez voir des lettres en particulier. Enfin voilà, on pourra me poser toutes les questions que vous voulez. L'idée, c'est qu'on se rencontre. Et c'est quelque chose que j'ai fait quelques fois déjà et que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir. Parfait. On va broder un petit peu parce que dans une minute, les cloches vont sonner 9 fois pour les 21h. Donc voilà, il y a Antonin qui sera à la petite musette pour cette exposition. On va avoir un petit blanc parce que interdit à sonner. Tu es présent donc en Normandie. Tu as quelque chose de prévu Ouais. Bon, c'était pas 9 fois. Voilà. Ah,
on va laisser passer, hein. Ça a le charme aussi, hein. Je vous laisse profiter. Une très belle église, hein, bien connue. Tout à fait, oui. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui arrivent à m'entendre au-dessus des cloches, John Steele n'était pas à cet endroit-là en réalité. Il s'est accroché de l'autre côté de l'église, mais c'était moins visible depuis la place, donc Voilà, tout à fait, tout ouais. encore cette histoire. Le film Le jour le plus long qui l'a placé là, et puis c'est resté entre autres. Voilà, les cloches de fin de mer ont sonné pour 9h. Ma question avant les cloches, c'était quel est ton programme pour le 76e? C'est vraiment un séjour professionnel ou tu te laisses un peu de temps pour éventuellement rencontrer tes lecteurs? Non, en fait, l'idée c'est surtout de préparer l'expo du 14 juillet. J'ai un petit tournage aussi à faire parce que j'ai pas mal de vidéos en préparation. Aussi bien pour le tome 2, il y avait une vidéo sur Daniel Lyons que je voulais sortir le 5 juin. Et puis il y a également le teaser de la version anglaise que je veux retourner. Il y a quelques scènes dont j'étais pas très satisfait que je vais refaire là le week-end prochain. Et oui, la vidéo de Daniel Lyons, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit moment. Daniel Lyons, c'est un parachutiste anglais de la Airborne qui dont l'histoire est dans le tome 2 et qui m'a énormément touché parce que c'est une histoire très humaine. Quelqu'un posait une question sur les civils et justement c'est la rencontre entre une petite fille de 5 ans et d'un para anglais donc la nuit du 6 juin et ce para a voulu lui offrir du chocolat et elle a refusé. Ah ben voilà, Nathalie Monsin et Thérèse vous écoutent. Voilà, c'est la petite fille en question, Thérèse, qui maintenant est une petite fille de 80 ans et que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Normandie l'année dernière avec Daniel Lyons. Et ça, c'était un moment inoubliable pour moi. Hein. C'était de déjeuner avec parce qu'ils se sont retrouvés en fait. C'est ça l'histoire incroyable, c'est que grâce à Nathalie, la fille de Thérèse, ils se sont retrouvés, ce para et cette petite fille, 75 ans plus tard, 73 ans en fait, plus tard, et voilà, et ils se sont offerts du chocolat pour de vrai, parce que la petite Thérèse à l'époque avait eu peur de ce soldat tout maquillé de noir qui sortait de nulle part, voilà, surtout qu'il faisait partie des tout premiers à tomber dans la nuit du 5 au 6 juin. Voilà, donc des retrouvailles très émouvantes et donc j'ai eu cette opportunité fantastique de déjeuner le 6 juin, 75 ans plus tard, avec Daniel et avec Thérèse et Nathalie évidemment, et on a échangé, c'était un moment merveilleux. Voilà, donc tout ça c'est relaté dans le tome 2 et malheureusement Daniel nous a quittés en fin d'année dernière, au début d'année. Et voilà, l'idée c'est de lui rendre hommage à travers une vidéo parce qu'on est retourné donc avec Thérèse sur les lieux où ça s'est passé. J'ai filmé quelques petites choses et l'idée c'est de faire un film pour lui rendre hommage. Donc malheureusement ça n'a pas été possible à cause du coronavirus. Tout le tournage en fait des scènes de reconstitution a été annulé, mais c'est bien quelque chose que je compte faire. Donc j'espère sortir ça avant la fin d'année. Voilà. La destination de ce film, c'est quoi? C'est pour un documentaire, c'est un court Oui, métrage. c'est un petit court métrage avec du coup des témoignages, la lettre de Daniel qu'il a écrit où il raconte son saut justement, et puis voilà, aller sur les lieux même où ça s'est passé. Voilà, c'est un petit film pour lui rendre hommage, sans grande prétention. Hein. L'idée c'était de faire quelque chose de sympa pour accompagner l'ouvrage. Voilà. Parfait. Clément, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter? Quelque chose que j'aurais oublié? Oh là là, bah c'est sur toutes ces années de travail, il y a beaucoup de choses à dire, mais oui, bah écoutez, si malheureusement vous pouvez pas vous rendre en Normandie pour les commémorations cette année, bah déjà regardez-les sur D-Day Live. Ouais. Et puis, voilà. Si vous êtes en manque de témoignages, bah il y en a plein dans Till Victory. Hein. Et puis voilà, les podcasts qui sortent le 6 juin. Et rendez-vous à la petite musette le 14 juillet pour discuter de tout ça et qu'on se rencontre. Tu as Till Victory, c'est une page Facebook, c'est une page Instagram, il y a un site internet?
Il y a un site internet, tilvictory.com. Donc, Tilvictory, ça s'écrit comme sur la couverture. Et Jean Victory. Et donc tilvictory.com et puis oui, une page Facebook et une page Instagram. Je suis nul à Instagram, hein, donc si je réponds pas à vos stories, c'est juste que je ne sais pas comment faire. Mais Facebook, je l'utilise énormément, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et puis, pardon? Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site internet? On a des extraits du livre ou il y a quelque chose de plus complet? Il y a la liste de tous les soldats qui sont honorés dans les deux tomes. Il y a des petits extraits de lettres, voilà. Et puis il y a tous les liens. Bon, ça, faut aller sur la version anglaise du site, mais les liens pour toutes les plateformes de streaming pour écouter le podcast le 6 juin. Vous pouvez également les écouter sur la page YouTube. Elles sont déjà en première, donc si voilà, il y a un compte à rebours déjà qui est enclenché pour ces vidéos podcasts. Donc qui commence avec le premier épisode sur Realm, donc où je m'entretiens avec la famille de Realm. Et ensuite, une interview d'1 heure de Tom Rice, où il nous raconte son entraînement avec les paras, le D-Day, et il parle notamment de son retour en Normandie et d'avoir ressauté 75 ans plus tard sur 40 ans, hein, un Moi, très très grand moment. j'étais à 40 ans l'année dernière, effectivement, je me souviens très très bien. Ouais, ouais. Voilà, c'était un grand grand moment. Il devait le refaire cette année, donc voilà, à la place, il fait le grand saut dans mon podcast. Voilà. Là, donc là, tu me dévoiles une chose que je ne savais pas, que tu m'avais pas dit quand on a discuté auparavant. Tu as rencontré les vétérans, mais tu as fait un voyage aux États-Unis, du coup. Non, 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 non. Ça c'est en fait tous ces podcasts sont faits par téléphone, donc D'accord. je les ai appelés, mais en fait c'est tous les j'ai téléphoné à tous les vétérans encore en vie, hein, évidemment, qui sont dans le tome 2. Euh, donc il y a voilà Tom Rice, Cecil Newton, il y a Alan Green qui est un opérateur radio et ça c'est vraiment chouette parce que euh, en fait je l'ai rencontré complètement par hasard. Il se trouve que c'est de Günther Alf qui est dans le tome 1. Günther Alf qui a une histoire extraordinaire parce qu'il est né en Allemagne, immigré aux États-Unis et il s'engage, voilà, il se retrouve dans la 95e division d'infanterie américaine et il va combattre en Allemagne, dans son pays natal, et servir d'interprète. Et ses lettres sont absolument passionnantes. Il raconte tout ça, sa vision des Allemands, qui change d'ailleurs du tout au tout. Au début, il a pitié, puis après, il va voir les camps de concentration, voilà, et il va complètement changer dans sa façon d'écrire à propos des Allemands. C'est très étonnant. Enfin étonnant, non, mais c'est vraiment très particulier à lire. Et en fait, il se trouve que j'ai reçu un mail de ce vétéran, Alan Green, qui m'a dit être un ancien camarade de Günther Alp. Ils ont travaillé dans un cabinet d'avocats ensemble après-guerre. Et du coup, je commençais à discuter avec Alan et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre, etc. Et puis du coup, il s'est retrouvé dans le tome 2 parce qu'il a une histoire aussi passionnante. Et voilà, et donc j'ai passé encore un super entretien avec lui au téléphone. Donc, on a parlé pendant 1 heure du jour J, hein, parce que lui, il a tout vu. Il a vu Omaha Beach depuis son navire. Il était en fait sur le navire euh, de Hodge. Le- voilà, il a, il a tout vu, hein. Et il raconte avec beaucoup d'émotion les corps qui flottent, ce genre de choses, des choses qu'on peut même pas imaginer, hein, qu'il lui a traversé. Il avait même pas 20 ans, il venait d'avoir 20 ans. Donc voilà, c'est toujours extrêmement émouvant de parler à ces hommes-là. Faut le faire tant qu'on peut encore, hein. J'ai des amis qui le font très bien, hein. J'ai un couple, Lana, s'il m'écoute, euh, qui a interviewé des centaines de vétérans à travers les États-Unis. Puis aller à leur rencontre là-bas. Et voilà, c'est extrêmement important de préserver leurs témoignages. Et même si pour le tome 1, je m'étais concentré sur les lettres, et vraiment que ce soit des témoignages d'époque, qui ne soient pas altérés par le temps, etc. Pour le tome 2, j'ai fait quand même quelques exceptions. Je me suis entretenu avec ces vétérans pour préserver quand même leur histoire tant qu'ils peuvent encore la raconter. Et je suis retourné voir notamment Cecil Newton, qui est dans le tome 1 et dans le tome 2, qui lui était un des tout premiers tankistes sur Gold Beach. On était dans les chars, les duplex drive qui flottaient. C'était formidable parce que je l'ai rencontré. J'ai eu la chance d'avoir un reportage sur TF1 l'année dernière.
Et TF1 m'a emmené en Angleterre voir Cecil Newton, donc j'ai pu aller le voir chez lui. Et c'était formidable, on a passé tout l'après-midi, il m'a raconté des tas de choses, il m'a montré des belles pièces qui se retrouvent du coup dans le tome 2, notamment l'éclat de shrapnel qu'il a reçu dans la jambe qui est absolument énorme, hein, qui fait cette taille-là. Et ouais, parce que en Allemagne, il a eu son char détruit, donc il a cherché, donc il a été blessé, il a reçu ce gros morceau d'éclat dans la jambe, il a essayé de s'extirper de la tourelle du char en flammes et il s'est pris une balle dans le dos. Et malgré tout ça, aujourd'hui, voilà, il a 98 ans et il est toujours là pour le raconter. Donc c'est voilà, c'est extrêmement important de discuter avec ces gens-là et de réaliser la chance qu'on a nous, hein, de ne pas avoir à traverser ces choses-là. Complètement. On rappelle le titre du livre, Till Victory. Tome 1, tome 2, on le retrouve aux éditions Ouest France, dans les librairies et puis différents points de vente internet. Mais on le rappelle, favorisez s'il vous plaît les librairies et les boutiques de musées. Super, ouais. Qui ont beaucoup souffert avec cette histoire de coronavirus et ouais, c'est important. Et vous pouvez retrouver également, donc, comme on en parlait, tout le parcours de Clément, hein, ce qu'il a fait avec Gillette. J'ai un petit réseau, un petit écho. Sur le site internet, tu peux nous rappeler l'adresse du site internet? Tillvictory.com et puis sur les réseaux sociaux, hein, donc TI2L Victory. Voilà, sur le Facebook et Instagram, j'essaye de poster quand j'y pense. Mais Facebook, je suis très très actif dessus, puis n'hésitez pas à me joindre. Ouais, il y a des messages qui met. Alors donc ton livre, quand on met le nez dedans, on a du mal à en décrocher. Il y a quelqu'un qui te remercie pour ce que tu fais. Quelqu'un qui vient de lire le tome 1 et qui va se précipiter pour aller chercher le tome 2. Et Ouest France qui nous dit merci Ouest France. Merci Ouest France. Ouais, que je porte dans mon cœur parce que Ouest France est dans ma ville natale. Premier quotidien. Ben oui, Rennes. Et ouais, tout à fait. Ben oui. C'est voilà. Et rendez-vous à la Petite Musette à 40 ans le 14 juillet effectivement pour l'exposition. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer. Clément, je vais te remercier. Merci à toi surtout. Merci de m'avoir accueilli pour ce live. Un vrai plaisir. Et je vais te souhaiter un bon succès pour la suite pour ce tome 2. Merci, puis il prend beaucoup de plaisir pour nous aux cérémonies. Je vais essayer. On va en parler tout de suite. On va consacrer 5 minutes pour parler de l'idée live, du programme qui va venir cette semaine et de tout ce qu'on va faire. Tu restes avec nous ou tu nous abandonnes? Ben, j'ai aucune idée de comment on quitte une conversation live sur Instagram, donc c'est toi qui vas décider pour moi, hein. C'est comme tu veux. Alors tu restes avec nous pour la suite. Programme donc du D-Day Live cette semaine. Le programme est assez chargé, comme vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. On se retrouvera tous les soirs à 20h30 à partir de mercredi pour des lives avec différentes associations pour présenter des unités et pour parler un peu de l'activité de anniversaire du débarquement. On va avoir une petite particularité, le vendredi 5 à 20h30, le direct se fera avec des paras. On parlera des missions des paras lors de la nuit du 5 au 6 et on essaiera de vous faire un peu voyager malgré ce confinement et on se redonnera le rendez-vous le lendemain matin à 6h30 sur Utah à des heures à l'heure du débarquement. Hein, on essaye de faire deux lives hommage pour parler un petit peu de ce qui s'est passé pour regrouper un peu avec le live d'hier soir. En ce qui concerne un petit peu les cérémonies, on vous a mis le programme sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. On se retrouvera le 5 juin à 40 ans à 17h pour la cérémonie au monument Signal. Le lendemain, nous serons à Sainte-Mère-Église dans la matinée. On se retrouvera ensuite sur Utah Beach pour la cérémonie au monument Signal également et on reviendra sur La Fière pour la cérémonie des paras à Sainte-Mère-Église. Voilà un petit peu le programme qu'on a prévu pour vous. On espère qu'il sera complet. On va assurer les lives au maximum. On va essayer d'être partout à la fois et de satisfaire au mieux ce 76e anniversaire de débarquement. Pour la majorité d'entre vous, vous allez passer. Je le rappelle une dernière fois, s'il vous plaît, respectez bien les consignes du gouvernement et des autorités locales. Il est conseillé et vraiment très conseillé de ne pas se rendre sur les cérémonies, parce que les cérémonies qui sont livrées par accès, elles sont en accès limité sur invitation. Essayez de bien suivre les consignes qui sont données.
Voilà Clément, ça en est terminé pour ce premier live du 76e en direct de la Normandie. Je suis désolé, énormément de vent et les cloches. On va essayer pour les prochains lives de pouvoir faire au mieux pour camoufler le bruit du vent. Merci à tous de nous avoir suivis, Clément. Merci et on se dit à très bientôt. Allez, merci à tous et à bientôt sur Merci. Didel.